de pouvoir vous présenter pendant ces quelques minutes les travaux que nous menons à Tours. Juste une petite aparté, je suis vendéenne. Ça n'a pas fait partie des critères de sélection, hein, ça n'était pas dans le dossier. Voilà, je suis vendéenne, voilà, de la Roche-sur-Yon, avec un papa né à Fontenay-le-Comte. Et je suis très très heureuse d'avoir été invitée dans ces matins pendant cette assemblée. Donc je suis maintenant professeure à Tours, je suis chef de service du centre universitaire de pédopsychiatrie. Et donc nous travaillons sur l'autisme. Et tous les efforts que vous avez faits, toute l'énergie que vous avez mis justement à mobiliser les personnes qui ont pu apporter ces dons vont nous aider à faire avancer la recherche sur l'autisme. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai mis une première diapositive juste pour vous présenter qui nous sommes. Je représente donc une équipe. Cette équipe, c'est d'abord, donc il y a un service hospitalier au sein du CHU, mais qui a été aussi maintenant depuis 30 ans créé par le professeur Lelore, avec en son sein une équipe recherche, INSERM, et ça c'est tout à fait unique, non seulement en France, mais aussi en Europe. Hein. Les Européens viennent nous voir parce que donc justement, les chercheurs vivent au sein de l'hôpital et donc vivent avec les enfants avec autisme. Et ça change tout aussi l'esprit de la recherche. Diapositive suivante. Alors, l'autisme, vous savez, alors tout à l'heure, madame, vous avez parlé justement des troubles envahissants du développement, c'est le grand chapeau maintenant, le grand terme générique quand on parle d'autisme, ce qui explique aussi que maintenant on dit que c'est un enfant sur 150, voire même peut-être un enfant sur 100. Donc c'est un trouble vraiment extrêmement grave en termes de santé publique et qui, dans le champ de la médecine, est encore malheureusement très très peu exploré. Nous sommes la seule discipline médicale où nous n'avons pas d'examen complémentaire qui permet de confirmer ou d'infirmer notre diagnostic. C'est probablement aussi pour ça que dans les dernières années, 20 dernières années, il y a eu parfois des erreurs en termes de diagnostic, et vous savez, où on a de façon tout à fait injuste accusé les mamans, à un moment donné, qui ne savaient pas entrer en relation avec leur enfant. Alors, diapositive suivante. On sait maintenant qu'il n'en est rien, que ça n'est pas la faute des mamans. Hein, ni la faute des papas, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup les mamans qui élevaient les enfants, donc on ciblait les mamans. Peut-être que maintenant, on aurait d'autres hypothèses, mais donc il n'en est rien. On sait très bien maintenant que l'autisme, c'est ce qu'on appelle donc un trouble du développement, c'est-à-dire que dans les tout premiers mois de vie, probablement même déjà in utero, et dans les 2 premières années, ne se développe pas au niveau cérébral les réseaux neuronaux, les connexions cérébrales, qui servent non pas à marcher, si vous voulez, mais à interagir, à communiquer. Et donc là, de façon un petit peu unilatérale, mais quand même, j'interagis avec vous, je vous regarde, je vous parle, vous m'écoutez, et tout ça, il y a bien un support, si vous voulez, neurophysiologique qui nous permet de faire ça. C'est ce qui se développe chez un tout petit entre 0 et 3 ans, et dans l'autisme, eh bien ça ne se met pas en place, pour des causes qui sont principalement génétiques, mais des causes génétiques extrêmement complexes. Diapositive suivante. Alors donc nous menons des recherches depuis longtemps. Moi j'ai pris la succession du professeur Barthélémy, qui elle-même avait pris la succession du professeur Lelore. Elle a été pionnier hein, dans le monde de l'autisme en France, puisque je dis, il y a 40 ans, c'était un des seuls justement en France à dire attention, ça n'est pas la faute des mamans, c'est bien, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau de ces enfants. Et donc dans les recherches que nous menons, il y a un des exemples, hein, une des recherches, c'est que nous essayons d'objectiver, là encore, de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un tout petit bébé, un tout petit enfant, quand le papa ou la maman justement lui change la couche, ne se synchronise pas, et notamment par le regard. Les parents le disent très très bien, mon enfant ne me regarde pas, ou alors quand il me regarde, le regard est vide, j'essaye de l'activer, j'essaye de chanter, tout ça, mais son visage me semble immobile, je n'arrive pas à rentrer en relation avec lui. Donc là, c'est juste une petite recherche, vous voyez. Donc là, imaginez-vous, cette caméra-là, ce qu'on appelle l'eye tracking, c'est-à-dire le suivi du regard. La personne, en fait, on peut enregistrer comment la personne regarde. Et donc là, vous avez en haut à gauche, si vous pouvez lancer, donc vous et moi, si vous regardez un visage, là, ça enregistre votre regard, hein, comme si c'était... Vous et moi, si vous regardez un visage, vous allez automatiquement, sans réfléchir, hein, sans vous dire, tiens, je vais regarder la zone des yeux, vous allez regarder la zone des yeux parce que c'est une zone à très forte information sociale. C'est en regardant les yeux de quelqu'un qu'on peut savoir s'il a envie
d'interagir avec vous, de communiquer, de faire des choses, de jouer hein, pour un enfant. Et si vous regardez la zone des oreilles, beaucoup moins. Hein. Vous allez voir si votre ami, il y en a qui ont certaines aptitudes, mais c'est moins fréquent. Bien, une personne avec autisme, vous voyez, si vous regardez l'autre vidéo, une personne avec autisme, quand elle regarde un visage, elle regarde comme ça. Et ça, les parents nous le disent très très bien depuis tout début, mais quand on peut, vous voyez, explorer, quantifier, mesurer, et certainement aussi au cas par cas pour chaque personne, tout le but de nos recherches, ça va être de définir évidemment et ensuite les projets thérapeutiques. Alors, diapositive suivante. L'idée aussi, c'est que tout ça s'est fait en conditions de laboratoire. Et dans la vraie vie, un enfant, et même un adulte, hein, parce que vous savez, 600 000 personnes avec autisme en France, actuellement, 2 tiers sont des adultes, puisque c'est un trouble qui persiste au long de la vie. Et donc, ces personnes, le problème, c'est que les faire venir, même à l'hôpital, dans une salle de laboratoire, c'est tout sauf ce qu'on appelle écologique. Et le problème de l'autisme, c'est bien d'entrer en relation dans la vraie vie avec les vrais gens. Et notamment, non seulement de les regarder, mais aussi de comprendre ce qui se passe en termes d'émotion. Vous savez, en termes d'émotion, donc c'est est-ce que je suis triste, est-ce qu'il est triste, est-ce que je suis en colère. Et les enfants avec autisme disent bien que, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, ils n'arrivent pas à savoir si l'autre est triste ou pas triste, ils n'arrivent pas non plus à exprimer les visages, les émotions au niveau de leur visage, ils n'arrivent pas à avoir tout ce contenu de la relation qui fait que dès qu'il y a de l'émotion, évidemment, la relation prend une autre dimension. La diapositive suivante. Alors tout ce que vous avez réussi justement grâce à votre mobilisation, et puisque justement je sais que votre district a été très important dans cette action, eh bien ça va nous permettre de financer une véritable petite plateforme d'exploration de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants au moment où ils entrent en contact et notamment au moment où il y a un partage émotionnel, pas uniquement dans le laboratoire mais aussi dans la vraie vie. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel, ça n'existe pas à l'heure actuelle encore en France, hein, pour pouvoir explorer. Et donc, on va pouvoir explorer toutes les composantes des émotions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais dans les composantes des émotions, pour savoir ce qui se passe au niveau du cerveau, on peut enregistrer la dilatation de la pupille, on peut enregistrer donc, le suivi du regard, comme je vous ai présenté, mais on peut aussi enregistrer la fréquence cardiaque, et on peut enregistrer la façon dont la peau a ce qu'on appelle la conductance cutanée. Et tous ces indicateurs-là vont nous renseigner très précisément à un temps T qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie de cet enfant au moment où il entre en relation avec quelqu'un. Diapositive suivante. Deuxième chose aussi, on va pouvoir, là encore par rapport à cette plateforme, on va pouvoir mesurer la motricité du visage lorsqu'on exprime une émotion. Vous savez, quand on sourit, on a des muscles qui s'activent d'une certaine façon, quand on est triste, les choses changent. Bien les enfants avec autisme, cette motricité ne marche pas. Là encore, hein, ce ne sont pas des enfants qui sont en fauteuil roulant, mais c'est une autre motricité qui ne marche pas, la motricité faciale. Et là encore, pour chaque enfant, on sait que si on caractérise très précisément ça, on va pouvoir ensuite définir derrière un programme de rééducation. Diapositive suivante. Alors ça, c'est l'idée aussi justement, toujours pareil, on est toujours dans ce financement pour cette plateforme, là encore dans l'idée d'être dans la vraie vie, d'être aussi parce que les émotions, c'est toujours pareil, en laboratoire, si vous voulez, si on vous provoque, entre guillemets, des émotions, en vous montrant des images, gaies, tout ça, ça n'a quand même pas du tout la même chose que si vous êtes justement dans la vraie vie, il y a votre copain, vous venez de faire une partie de football, vous êtes content, tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir interroger aussi justement les enfants et même les jeunes adultes, à un moment donné de la journée, voilà, là vous êtes dans quel état émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On aura mis en même temps les capteurs cardiaques, en même temps les capteurs au niveau de la conductance cutanée, et donc on aura un renseignement extrêmement complet et tout à fait physiologique de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au niveau cérébral et au niveau comportemental. Diapositive suivante. Là, on est toujours dans l'équipement dont je vous parlais. Diapositive suivante. Il nous faut en plus tout ça, et ça c'est un logiciel qui coûte extrêmement cher justement au sein de la plateforme, il va falloir synchroniser l'ensemble de ces signaux. Puisque là aussi, si on va avoir une interprétation pertinente de ce qui se passe, il faut qu'on soit sûr que tous les indicateurs qu'on va capter, puisqu'on va avoir énormément d'informations, qu'on soit sûr que tout ça est bien relatif au même moment. Donc là, au sein de cette plateforme, il y a une partie qui est la synchronisation de l'ensemble de ces signaux. Diapositive suivante. Et puis il y a ces fameuses lunettes. Ces lunettes d'eye tracking, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est la personne, vous savez, il y a les petites caméras qui filmaient donc, le regard, mais qui étaient fixes. Il existe maintenant, et donc on a fait un pré-test dans le service, et ça marche avec les enfants. C'est tout à fait extraordinaire. On peut mettre ces lunettes justement sur les enfants, et ensuite,
Ces lunettes vont filmer ce que l'enfant regarde. On a fait 3 petits tests et c'est tout à fait troublant puisque du coup on se retrouve dans la tête de l'enfant avec autisme, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il regarde. Et dans les 3 petits tests qu'on a fait, par exemple, il y a une enfant, elle ne regarde que les genoux. Elle n'a jamais, sur les 2 minutes qu'on a fait de film, elle ne regarde jamais le visage. Imaginez-vous pendant 2 minutes fixé sur les genoux. Par définition, vous n'êtes pas en relation avec les autres, hein, vous êtes forcément dans le repli si déjà ces systèmes-là ne fonctionnent pas. Hein. Il y a que Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Donc, toute cette plateforme, elle a pour but, pour nous sommes médecins, enfin, je suis médecin, M. Leleur, quand il avait fondé l'équipe de recherche aussi comme un médecin, nous avons de la recherche qui n'est pas... Bien sûr, nous cherchons, nous faisons de la recherche, mais nous avons une recherche que nous voulons profondément appliquer. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin, j'ai toujours un petit peu cette devise-là, explorer pour mieux comprendre pour mieux soigner. L'idée, c'est pas de savoir pourquoi et comment ça fonctionne dans le cerveau. L'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui ne fonctionne pas à un temps T pour un individu donné, et donc comment en face on définit un projet thérapeutique parfaitement individualisé. Tout comme dans la démarche médicale, hein, vous savez, où on fait des examens complémentaires et où vous avez le traitement qui est exactement celui dont vous avez besoin. Alors dans l'autisme, on n'a pas de médicaments, mais spécifiques de l'autisme, j'entends. Hein. Mais on a de véritables thérapeutiques qui sont des rééducations neurofonctionnelles de la communication. Et on arrive, si ce n'est à guérir ces enfants, on relance le développement. Et ça, je voudrais juste vous montrer, je terminerai là-dessus cet exemple. Vous voyez là, c'est un enfant avant et après cette fameuse rééducation neurofonctionnelle de la communication. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Mais vous voyez cet enfant, les petits points jaunes, donc c'est là où son regard s'orientait avant la thérapie. Donc c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ce regard qui automatiquement se retrouve latéral, hein, ne va pas vers les zones qui sont les zones qui vont nous permettre d'interagir avec quelqu'un. Et vous voyez, après ça, c'est après 1 an de thérapie, où déjà, le regard, hein, on arrive, alors on ne leur apprend pas, hein, ce n'est pas du domaine de l'apprentissage, ça n'a rien à voir avec le conditionnement, on n'est pas du tout là-dedans. On relance là, ce qu'on appelle la trajectoire développementale, donc la maturation de ces réseaux neuronaux, ce qui se fait, je vous dis, normalement, de façon tout à fait magique entre 0 et 3 ans chez le petit enfant. Et diapositive suivante. Là, ce sont des images un petit peu plus compliquées, mais juste très très rapidement. Ce sont ce qu'on appelle les vues d'avion. Hein. Vous avez le nez en haut. Le jaune et le rouge vous montrent en fait l'activité de ce cerveau. Justement, la façon dont le cerveau s'active, la façon dont il réagit quand il est juste, toujours pareil, à regarder les visages. Donc vous voyez qu'un enfant avec autisme, il a une activité cérébrale, en gros, qui n'est pas celle d'un enfant témoin de son âge à côté. Vous voyez que les zones rouges ne sont pas comme elles devraient être, comme elles sont chez le témoin. Ça veut dire que déjà son cerveau ne traite pas les informations de la même façon. Et là encore, le même enfant à qui on a fait la rééducation, après 1 an de thérapie, ça c'est la diapositive suivante, après 1 an de thérapie, vous voyez, ça bouge. Ça bouge. Et ça, ce sont des résultats très nouveaux, hein, qui objectivent réellement ce qu'on appelle en fait vraiment le phénomène de plasticité cérébrale. Nous savons maintenant que le cerveau est extrêmement plastique, c'est-à-dire que rien n'est fixé, rien n'est déterminé. Vous savez qu'on sait maintenant depuis 5-6 ans que nous faisons même de nouveaux neurones. Le cerveau est particulièrement plastique chez l'enfant. Il l'est encore pour moi, il l'est encore pour vous, hein, il l'est jusqu'à la fin de notre vie. Parce que contrairement à ce qu'on disait avant, vous savez, on disait, bon, passer 20 ans, ça, c'est totalement faux. Vous êtes en train de créer les synapses, là, pendant que vous êtes en train de m'écouter. Tout à fait. Jusqu'à la fin de sa vie, on peut créer les synapses. Et vous savez justement que l'engagement, la motivation, la relation aux autres, tout ça, on sait très bien maintenant, est un des facteurs de maintien d'une activité cognitive, intellectuelle, socio-émotionnelle très important. Et donc, vous, non seulement, j'allais dire, vous faites du bien aux autres, mais profondément, vous faites aussi beaucoup de bien à être engagé dans les actions comme vous l'êtes. Et vous voyez, donc, on arrive en fait à relancer cette trajectoire et on a des enfants maintenant qui ont vraiment de très bons résultats. Des enfants qui, pour certains, à un moment donné, moi certains de mes jeunes patients hein, qui ont été à un moment donné quasiment temps plein à l'hôpital et qui là passent leur bac. On passait le bac la semaine dernière et on aurait pu, voilà, il y a quelques années encore, on n'aurait jamais cru ça. Donc les choses bougent énormément et je vous remercie très chaleureusement de nous soutenir dans ces actions puisque par ces temps de disette
financière. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous donner les montants d'une dotation INSERM qui est celle sur laquelle si nous devions faire fonctionner l'équipe de recherche que sur cette dotation. Je pense que vous seriez assez surpris. Et donc nous avons vraiment besoin d'actions comme les vôtres, de partenaires que vous êtes de nos actions de recherche. Donc au nom de toute l'équipe, je vous en remercie très, très sincèrement.